Un juge a demandé à un ancien combattant handicapé de se présenter devant le tribunal. Ce qui s'est passé ensuite a plongé toute la salle dans le silence. Clarence Duval n'a jamais recherché la sympathie. Ce n'était tout simplement pas sa façon de faire. Tout ce qu'il demandait au monde, c'était un peu de paix, un coin tranquille où il pouvait respirer librement, sans être bousculé, jugé ou interpellé. Mais en ce mardi matin frisquet, dans un palais de justice du comté de Ramsey à Saint Paul, dans le Minnesota, même l'air semblait inhospitalier. Les murs de la salle d'audience 3B semblaient se refermer sur lui tandis que le sifflement sourd de son fauteuil roulant électrique résonnait sur le sol en marbre, annonçant son approche des lourdes portes à double battant en chaîne. À ses côtés marchait sa fille, Talia, silencieuse, posée et omniprésente, comme le rythme régulier de son cœur. Elle serrait contre sa poitrine un dossier en papier craft usé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des correspondances juridiques et un document de sortie jauni de 2004, au bord terni par les manipulations, dont les plis témoignaient d'une fatigue administrative. Talia scruta prudemment le couloir. Peut-être se préparait-elle à des regards en coin, ou essayait-elle simplement de se stabiliser dans un espace rarement clément. Clarence portait le seul costume qu'il possédait, un costume qui supportait le poids du temps. La manche gauche se retroussait maladroitement autour de son coude, pendait là où se trouvaient autrefois les muscles. Ses jambes, creuses par l'atrophie, ne l'avaient pas porté depuis l'Irak. Pourtant, il tenait le menton haut, sa posture droite, aussi digne que le lui permettait sa dignité. Il n'était pas venu pour supplier. Il était venu pour répondre. L'accusation ? Une violation technique de sa probation. Il n'avait pas informé les autorités d'un changement d'adresse après la vente de l'immeuble où il vivait, ce qui ne lui laissait que 30 jours pour trouver un abri. Il n'y avait eu aucune intention malveillante. Clarence n'avait plus l'énergie d'être insouciant. C'était la vie, tout simplement, imprévisible, cruelle et indifférente au contexte. Augmentation de loyer. Déplacement rapide. Trouvez quelqu'un qui vous accueille. Mais le système se fichait des nuances. Il fonctionnait à coups de cases à cocher et de délais. Un formulaire manqué. Un contrôle manqué. Et soudain, on se retrouve entraîné dans la machinerie, une autre affaire, un autre nom. Lorsque l'huissier appela le sien, Clarence inspira profondément. Prêt, murmura Talia à côté de lui. Il hocha légèrement la tête. On s'en occupe. À l'intérieur, la salle d'audience vibrait de ce bourdonnement fade et indifférent propre aux bâtiments gouvernementaux où l'espoir s'amenuise et où le temps s'arrête. Les accusés remplissaient les bancs, les avocats chuchotaient, et les plafonniers projetaient une lumière stérile sur tout. Au premier rang, sur un banc surélevé en bois poli, était assise la juge Hélène Marberry. Impeccablement coiffée, la cinquantaine, avec des lunettes de lecture pointues et une sévère mèche argentée. Connue pour sa blancheur, on craignait pour son gel. Pas de téléphone. Pas de chapeau. Pas de seconde chance. Elle lisait chaque document d'une affaire, mais oubliait souvent l'être humain derrière le dossier. Tandis que Clarence guidait sa chaise, Talia serrait le dossier comme une armure. La juge leva brièvement les yeux, puis les baissa sur son écran, puis les releva de nouveau. Son visage restait indéchiffrable. Aux côtés de Clarence se tenait son avocat commis d'office, Ben Rosney jeune, tendu et visiblement dépassé. Il faisait à peine attention à son client, jonglant probablement avec plusieurs accusés dans sa tête. « Monsieur Duval », commença la juge d'un ton sec et posé, « vous êtes ici aujourd'hui pour défaut de déclaration de changement de résidence. Ceci relève des termes de votre jugement différé de 2007. Comprenez-vous l'accusation » Clarence la regarda dans les yeux. « Oui, madame. »« Et comprenez-vous les conséquences si cette violation est confirmée ?»« Je fais. » La juge Marberry tapota méthodiquement sur son clavier. « Nous passerons alors directement à la détermination de la peine. » Un silence glacial envahit la pièce. Clarence cligna des yeux. « Si vite ?» Talia ouvrit la bouche pour protester, mais le juge la fit taire d'une main levée. « Ce n'est pas une audience. La sentence était prévue. Il a renoncé à l'audience le mois dernier. » Clarence fronça les sourcils, la confusion obscurcissant ses traits. « Je n'étais pas conscient d'avoir renoncé à quoi que ce soit, votre honneur. » Elle plissa les yeux en regardant l'écran. « Le formulaire porte votre signature. » Clarence se tourna vers Ben, qui fixait intensément le sol comme s'il cherchait des réponses dans le carrelage. Talia tendit la main vers son père et la trouva attendant la sienne. Le juge laissa échapper un long soupir. «
Très bien. Conformément à la procédure, Monsieur Duval, vous êtes prié de vous lever pour la lecture de votre sentence. Les mots tombèrent comme un marteau de pierre. Clarence ne bougea pas. Il la regarda droit dans les yeux. Votre honneur. Je ne me suis pas levé depuis Fallujah. Pendant un instant, le silence envahit la pièce. Le genre de silence qui ramène tout à l'ordre. Il y a des histoires qui n'apparaissent jamais dans les dossiers judiciaires. Des histoires trop complexes pour être classées dans des cases étiquetées, service militaire, ou handicap. Des histoires de souffrance qui ne s'arrêtent pas avec la guerre. De culpabilité qui vous réveille la nuit. Et de cette fierté silencieuse et inébranlable qui empêche des hommes comme Clarence de réclamer ce qu'ils ont mérité. Il parlait rarement de l'Irak. Non pas à cause de ce qu'il avait vu, mais à cause de ce qu'il ne pouvait oublier. Fallujah lui avait pris les jambes. Une bombe artisanale avait explosé dans un convoi tandis que Clarence évacuait des civils blessés sous les tirs. Il y eut des tirs. Des cris. Puis le silence. Dans les mois qui ont suivi, il se réveillait dans des draps trempés, ses membres fantômes tremblant encore dans le vide. Les anciens combattants lui avaient donné une chaise, un pronostic, et rien d'autre. Tu seras probablement là pour la vie, avait-il dit. Mais Clarence n'a jamais pleinement accepté cette réalité. Il a entraîné des jeunes footballeurs quand il le pouvait. Il a été bénévole à la VFW. Il a élevé Talia presque seul après le décès de sa femme en 2011. Son rythme était lent, mais dynamique. Puis vint le jour où son immeuble fut vendu. Les loyers explosèrent du jour au lendemain. Clarence dut emménager chez un cousin, à seulement 30 minutes de là mais suffisamment loin, apparemment, pour rompre une clause oubliée d'une probation vieille de 2 décennies. Cette période de probation remontait à 2007, un contrôle routier, une assurance expirée, un permis suspendu suite à une confusion entre le VA et le DMV. Pas de drogue. Pas de violence. Juste le carcan habituel des formalités administratives. Il s'en souvenait à peine, jusqu'à l'arrivée de la lettre. Puis de la convocation. Et puis de ça. La juge Marberry restait silencieuse. Elle le regardait toujours. Son regard semblait scruter son visage, comme pour déchiffrer la vérité et la défiance. Mais la procédure judiciaire l'exaspérait plus que la compassion. Monsieur Duval, dit-elle enfin lentement, je respecte votre service. Mais sans dispense médicale officielle, je suis tenu de suivre la procédure judiciaire. Talia s'avança avant que la phrase ne soit prononcée. Elle souleva le dossier, le bras tremblant d'impatience. Nous l'avons. Les documents. Son médecin nous les a envoyés 2 fois. Nous avons même contacté directement le greffe par courriel. Le juge se tourna brusquement vers le greffier. Quelque chose a-t-il été soumis à ce sujet? L'employé fronça les sourcils en parcourant un terminal. Il semble, oui, il a été envoyé. Mais pas joint au dossier. Il a peut-être été perdu dans le système. Clarence laissa échapper un petit rire sec et dénué d'humour. Ça me semble juste. La juge pinça les lèvres. Malgré tout, dans l'état actuel des choses, je dois suivre le protocole. Clarence fit alors quelque chose d'inattendu. Il hocha doucement la tête. Puis se tourna et attrapa lentement une canne fixée aux côtés de sa chaise. Talia s'avança rapidement, la panique dans la voix. Papa, non. Tu n'es pas obligé. Tout va bien, dit Clarence, les yeux fixés sur le sol. Il y avait quelque chose de rauque dans sa voix, pas exactement de la douleur, mais quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Une lassitude, non pas du corps, mais de l'âme. Comme s'il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit au tribunal, ni d'obtenir la clémence du système. C'était personnel. Quelque chose qu'il devait faire pour lui-même. Je m'entraîne, ajouta-t-il doucement, presque pour lui-même. Depuis quelques semaines maintenant. Je me doutais que ça finirait par arriver. La salle d'audience, toujours animée par le mouvement et les murmures, se tut. Même la juge Hélène Marberry se pencha légèrement en avant, incertaine de ce qu'elle voyait. Clarence ajusta la canne à son côté, les doigts tremblants tandis qu'il l'appuyait contre le sol poli. Ses épaules se tendirent. Puis, centimètre par centimètre, il commença à se lever, se dégageant des accoudoirs de sa chaise avec une force qui rendait l'air silencieux. Son souffle s'accéléra. Son genou gauche vacilla. Talia, sa fille, s'avança instinctivement, l'inquiétude se lisant sur son visage,
mais il leva la main, l'arrêtant d'un geste. « Laisse-moi essayer. » Et ainsi, dans une salle d'audience où personne ne ralentissait jamais, le temps lui-même s'arrêta. Un soldat brisé, avec plus d'années derrière lui qu'à venir, se leva pour affronter non seulement la gravité, mais aussi des décennies de blessures invisibles, d'humiliation et de silence. La juge Marberry avait présidé plus de 2000 affaires au cours de la dernière décennie. Elle avait vu des toxicomanes pleurer, des escrocs plaider, des familles se briser sous serment. Elle avait entendu des histoires à vous briser le cœur, si on les laissait faire. Mais elle ne les laissait pas faire. C'était la règle. Ressentez moins. Jugez mieux. C'est comme ça que vous avez tenu bon à ce poste. Si vous y êtes arrivé avec douceur, vous n'en êtes pas ressorti du tout. Elle ne détestait pas les hommes comme Clarence Duval. À vrai dire, elle n'éprouvait pas grand-chose pour la plupart de ceux qui passaient par son tribunal. L'empathie, dans son domaine, était comme des sables mouvants. Son rôle était clair, interpréter la loi, l'appliquer, passer à autre chose. Mais à présent, en voyant Clarence se lever non par désespoir, ni par compassion, mais intentionnellement quelque chose en elle se transforma. Un endroit longtemps négligé de sa poitrine se serra, comme un vieux bleu sur lequel on aurait enfoncé un pouce. Elle n'avait même pas eu l'intention de lui demander de se lever. La phrase lui était venue automatiquement, elle faisait partie du texte qu'elle lisait 100 fois par mois. Elle n'avait pas remarqué la note concernant son handicap ou peut-être n'y était-elle pas. Elle refusait de l'admettre, de toute façon. Clarence était à mi-hauteur. Ses jambes tremblaient sous lui, telles des branches tenant à peine sous la glace hivernale. Au dernier rang, un homme vêtu d'une veste de la 3e division d'infanterie se penchait en avant, les yeux rivés sur la silhouette qui peinait à se relever. À côté de lui, un autre vétéran, un Afro-Américain aux cheveux gris, peut-être septuagénaire, murmura avec révérence, « C'est Fujah Duval. » Zut. Talia tendit à nouveau la main vers son père, mais il secoua la tête, la mâchoire serrée avec la détermination de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. « Donne-moi juste une seconde. » Puis, lentement, douloureusement, de manière impossible, Clarence se leva. Il vacillait. Sa canne pliait légèrement sous la pression. Son corps tout entier tremblait. Mais il restait debout. Un halètement parcourut doucement la galerie. L'un des avocats commis d'office baissa les yeux, clignant des yeux pour résister aux larmes soudaines. La greffière, au milieu de sa frappe, a oublié ce qu'elle était en train de taper. Et la juge Marberry, d'habitude si posée et si distante, se leva à son tour. Ni par protocole, ni par pouvoir. Elle ne savait tout simplement pas comment rester assise alors qu'un homme qui ne s'était pas levé depuis qu'une bombe avait tout changé se levait maintenant pour quelque chose de bien plus important qu'un verdict. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-elle d'une voix étonnamment faible, étonnamment humaine. Le regard de Clarence croisa le sien. Il était fixe, clair. « Je ne le fais pas pour toi, dit-il. Je le fais pour les hommes que j'ai perdus. Et pour la part de moi que j'essaie encore de préserver. » Cela la frappait durement. Hélène Marberry avait autrefois un frère, Glenn. Ramani l'apprit. Elle n'en a jamais parlé. Elle a enfoui sa douleur sous des couches de dossiers juridiques et le silence du tribunal. Elle est devenue juge pour que la loi puisse exprimer ses sentiments à sa place. Mais maintenant? Elle tremblait aussi. Pas visiblement, mais quelque part au plus profond, là où aucune robe ne pouvait la protéger. Elle descendit de son siège. La salle d'audience observa, stupéfaite, ce juge, réputé pour sa distance, s'avançait lentement, presque avec révérence, vers la table des accusés. Lorsqu'elle atteignit Clarence, elle s'arrêta. Puis, doucement, elle tendit la main. Il ne l'a pas prise. Non pas par manque de respect, mais parce que tout son corps travaillait pour rester debout. « Monsieur Duval, dit-elle d'une voix à peine plus basse, je ne crois pas que ce que ce tribunal pourrait dire corresponde à ce que vous venez de nous montrer. » Mais avant qu'elle puisse terminer, le corps de Clarence vacilla. D'abord, une légère flexion des genoux, comme un pont tentant de supporter un poids trop lourd. Talia réagit instantanément, se glissant sous son bras, sa prise ferme et pleine d'amour. Il grimaça, mais il ne tomba pas. Le juge Marberry resta près de lui. Plus près qu'aucun autre juge ne l'avait jamais été. Clarence, encore tremblant, refusa de s'asseoir. « Je vais bien », murmura-t-il en grinçant les mots entre ses dents serrées. « Papa, s'il te plaît », supplia Talia. « Tu n'as rien à prouver. » Il se tourna vers elle et, l'espace d'un instant,
la dureté de son visage s'adoucit. Puis il reporta son regard sur le juge. « Je voulais juste que tu me vois comme un homme, dit-il. Pas un dossier. Pas une accusation. Pas une erreur. » La juge Marberry ne répondit pas immédiatement. Elle était encore en train de réfléchir, s'accrochant encore à la logique de son juge alors que peut-être seulement elle avait besoin de réagir en tant qu'individu. Une minute entière s'écoula dans un silence complet. L'un des huissiers s'avança enfin. « Votre honneur, je peux l'aider à s'asseoir. » Mais Clarence secoua la tête. « Sans vouloir vous manquer de respect, laissez-moi faire. » Puis, puisant sa force dans un lieu oublié, il se transforma. Sa prise sur la canne devint blanche. Avec un effort presque sacré, il fit un pas. Un pas. Mais à cet instant, la salle d'audience a changé. Une femme dans la galerie a halté. Quelqu'un au fond a murmuré « Oh mon Dieu !» La juge Marberry, expérimentée, répétée et inébranlable, oublia sa réplique suivante. Clarence s'autorisa un petit sourire. « Il m'a fallu 3 semaines pour en arriver là, dit-il. J'allais faire une surprise à ma fille pour son anniversaire le mois prochain. » Les yeux de Thalia s'emplirent de larmes. Sa main ne quitta pas son bras. La juge Marberry s'éclaircit la gorge, mais sa voix était sans amertume. « Monsieur Duval, vous avez dit ce que vous vouliez dire. Veuillez vous asseoir. » Avant de tomber. Clarence ne protesta pas. Il expira bruyamment, submergé par le soulagement et l'épuisement, et s'assit lentement sur sa chaise. Thalia l'aida à remettre la canne en place. La juge baissa les yeux sur ses chaussures, comme si elle pouvait lui indiquer la marche à suivre. Puis elle se tourna vers le greffier. « Pouvez-vous confirmer, dit-elle prudemment, si le médecin de Monsieur Duval a soumis des documents concernant des restrictions de mobilité ?» Le greffier hésita, tapant sur les touches. « Oui, votre honneur. On dirait qu'il a été reçu il y a 2 semaines. Mais, il n'a pas été classé correctement. » Marberry serra les mâchoires. Cette erreur s'était produite sous sa surveillance. « Compris, dit-elle d'une voix tendue. Merci. » Puis elle se tourna vers Clarence. « On n'aurait pas dû vous demander de comparaître aujourd'hui. C'était notre erreur. Un échec dans ce tribunal. » Clarence hocha la tête. « Ce n'était pas seulement aujourd'hui. Mais, je comprends. » Et pendant un instant encore, le silence persista. Non pas celui d'un tribunal attendant le verdict, mais celui de personnes témoins de quelque chose de vrai, de brut, de quelque chose qui pourrait les hanter longtemps après le coup de marteau. La juge Marberry scrutait la salle d'audience d'un regard fixe, parcourant du regard les rangées de bancs bondés de personnes attendant anxieusement l'appel de leur nom. Des visages de toutes sortes la fixaient, certains jeunes, d'autres marqués par l'âge. Des enfants somnolaient tranquillement sur des épaules fatiguées, leur innocence enveloppée d'un langage bureaucratique qui masquait toute l'histoire de leur vie. Dans cette salle, entourée de formalités juridiques et d'une froide lumière fluorescente, la plupart de ces visages ne ressemblaient pas aux siens. Mais ils étaient tous là pour la justice quelle qu'elle soit. Elle s'avança, son ton mesuré mais pondéré. « Monsieur Duval, commença-t-elle, votre service militaire, votre état de santé et les directives du tribunal en matière de supervision ont tous été pris en compte. Mais aucun de ces facteurs n'est plus important que ce que vous venez de démontrer devant ce tribunal. » Clarence Duval ne broncha pas. Il se tenait droit, indéchiffrable, avec l'immobilité d'un soldat qui avait appris depuis longtemps à attendre. Marberry parlait clairement, le genre de clarté qui fait autorité. « Votre peine est annulée. Avec effet immédiat. Vous ne serez pas convoqué à une nouvelle comparution. Votre dossier sera soumis à un réexamen discrétionnaire, avec recommandation de non-lieu. » Il y eut des halètements discrets ni bruyants, ni théâtraux, mais vifs et sincères. Ils provenaient du public comme les premières gouttes de pluie sur une rue silencieuse. Clarence cligna des yeux une fois, ses lèvres s'entr'ouvrant très légèrement comme pour confirmer qu'il l'avait bien entendu. Thalia, sa fille, se tenait à ses côtés. Sa voix tremblait. « Tu le rejettes ?» demanda-t-elle. Le juge hocha la tête, lentement et avec certitude. « Je le suis. » Même l'huissier haussa un sourcil, incrédule. Ben, l'avocat commis d'office, qui avait à peine parlé pendant toute la procédure, releva enfin la tête, visiblement abasourdi. Clarence resta immobile un moment. Puis, avec une émotion contenue, il dit « Merci, madame. » Mais Marberry secoua doucement la tête.
Non, répondit-elle, merci. Et juste au moment où la salle commençait à se calmer, juste au moment où le frémissement d'une grâce inattendue commençait à s'estomper, une voix s'éleva du fond. Un homme se leva, qui n'avait pas bougé d'un pouce depuis le début de la séance. Sa présence électrisa l'atmosphère. Il était grand, la soixantaine avancée, rasé de près, coiffé d'une casquette usée des marines, visiblement exposé au soleil depuis des décennies. Sans attendre la permission, il s'avança dans l'allée centrale, ignorant le regard discret et menaçant de l'huissier. « J'ai servi avec lui », a déclaré l'homme. Clarence se tourna lentement sur sa chaise. Son expression s'adoucit. « Ray, dit-il. » L'homme hocha la tête. « Raymond Jeffer. 1er bataillon. Compagnie Charlie. » Clarence expira pas un soupir, pas un sanglot, juste un souffle. Le genre qu'on laisse échapper quand quelque chose enfoui au plus profond de soi refait surface et nous rappelle que nous appartenons toujours à quelque chose. Raymond se tourna vers le juge. Sa voix portait le poids d'une vérité vécue. Ce n'est pas un dossier comme les autres. Pas un nom de plus sur le rôle d'aujourd'hui. Cet homme a sauvé Sylvia Fallujah. J'étais l'une d'elles. La juge Marberry n'a pas interrompu. Elle n'en avait pas besoin. Certains moments ne sont pas faits pour être contrôlés, ils sont faits pour être vécus. Raymond s'approcha, se tenant maintenant juste à côté de Clarence. Ils nous ont dit qu'ils ne survivraient pas à l'explosion. Puis ils ont dit qu'ils ne parleraient plus jamais. Plus tard, ils ont dit qu'ils ne bougeraient plus rien sous la poitrine. Il a pointé Clarence du doigt. Et il vient de se lever. Tu crois que c'est une question de jurisprudence? De paperasse? La salle d'audience était figée. Chaque souffle dans la pièce semblait s'immobiliser. Raymond posa une main ferme et silencieuse sur l'épaule de Clarence. Je ne savais même pas qu'il était vivant jusqu'à ce matin. J'ai vu son nom sur le registre et je suis allé lui dire ce qu'il fallait dire. Clarence leva les yeux vers lui. Tu aurais dû apporter de la bière, murmura-t-il. Un rire a brisé la tension, doux, surpris, humain. Raymond se pencha, la voix douce mais sûre. Ils m'ont donné une médaille pour avoir survécu ce jour-là. Vous n'en avez jamais donné une pour m'avoir sauvé. Clarence haussa légèrement les épaules. Je ne l'ai pas fait pour les médailles. Non, dit Raymond. Tu l'as fait parce que tu ne sais pas arrêter. Clarence hocha la tête une fois, un mouvement très léger, mais qui disait tout. Talia les regarda tour à tour, les yeux brillants. À cet instant, elle vit son père différemment au-delà du silence, de la chaise, des cicatrices. Une larme coula sur sa joue, sans même chercher à la cacher. Le juge Marberry prit une longue inspiration, puis se tourna vers le reste de la salle d'audience. D'habitude, je n'autorise pas les témoignages non programmés, a-t-elle déclaré. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons tous été témoins de quelque chose de plus puissant que n'importe quelle déclaration préparée. Elle reporta son regard sur Clarence. Avez-vous besoin d'aide pour quitter le palais de justice? Clarence parvint à sourire. Non, madame. Je suis arrivé par mes propres moyens. Je repartirai de la même manière. À la fin de l'audience, un événement étrange se produisit, personne ne se leva. La foule resta simplement assise, suspendue, ne sachant comment reprendre le cours normal de sa vie après avoir assisté à quelque chose qui n'appartenait pas au quotidien. Mais Clarence bougea. Lentement, il commença à se diriger vers la sortie. Talia marchait à ses côtés, silencieuse et fière. Raymond le suivait de près. Arrivé à la porte, il marqua une pause, juste le temps de serrer la main du juge Marberry. Et puis, quelque chose d'inédit, le juge est descendu du banc et les a accompagnés jusqu'aux portes de la salle d'audience. Derrière eux, la greffière essuya des larmes qu'elle pensait invisibles. L'un des jeunes avocats commis d'office griffonna une note sur son bloc-notes. Tous les héros ne portent pas de costume. Dehors, sous la douce lumière de l'après-midi, Clarence s'arrêta. Il se tourna vers sa fille. « Tu as faim. » Elle rit. « Toujours. » Il fit un signe de tête en direction d'un restaurant de l'autre côté de la rue. « Allons manger. »« C'est toi qui paies. » Mais aucun d'eux ne savait que quelque chose de durable venait de naître derrière eux. Une onde silencieuse, déclenchée par l'instinct, par la grâce, par quelqu'un qui n'était même pas censé dessiner. Dans la salle d'audience, Rena Delgado, stagiaire en droit, était assise, immobile, un crayon à la main. Elle n'avait pas eu l'intention de dessiner.
Mais sa main bougea avant que son esprit n'ait le temps de discuter. Des traits légers, des lignes simples, un homme en fauteuil roulant, un juge debout à ses côtés, l'écho d'un sentiment sacré dans une salle d'audience ordinaire. Ce soir-là, elle a mis en ligne l'image avec une simple légende. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qu'aucun manuel ne m'a jamais appris. Elle n'a nommé personne. Pas de tag, pas de hashtag. Mais l'image a fait sensation. Au lever du soleil, il y avait 40 000 actions. À midi, 200 000. À la tombée de la nuit, quelqu'un a commenté. C'est le sergent-chef Clarence Dval. Il a sauvé mon cousin à Fallujah. D'autres se sont joints à eux. Un à un, ils ont raconté leur histoire. D'anciens noms ont refait surface. Des vétérans qui n'avaient pas parlé de la guerre depuis des années se sont soudain souvenus de l'homme assis sur la chaise, du calme dans le chaos, de celui qui allait toujours de l'avant. Ce n'était pas de la politique. Ce n'était pas du spectacle. C'était autre chose, quelque chose de vrai. Le lendemain, dans son cabinet, la juge Marberry a lu tous les courriels reçus. Certains l'ont félicité, d'autres l'ont critiqué. La plupart ont simplement dit « Merci de votre écoute ». Elle n'avait pas réalisé à quel point les gens étaient affamés d'honnêteté, d'humanité, de quelque chose de non filtré. Mais Clarence Dval, sans prétention ni performance, est entré dans une salle d'audience et a rappelé à chacun ce que signifie endurer, pardonner, vivre. Il est venu par ses propres moyens. Et il est reparti de la même manière. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'un léger coup interrompit le rythme paisible du cabinet. La juge Marberry leva les yeux de son rôle. Son greffier se tenait à la porte, la voix basse. « Il est dehors. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Qui ? » « Monsieur Dval. » Marberry se leva de sa chaise, lissant les plis de sa jupe avec un calme exercé, bien que son cœur fût déjà bouleversé. Elle s'engagea dans le couloir. Là, comme la veille, Clarence Dval attendait, assis sur la même chaise devant son bureau. Mais cette fois, il était seul. Pas d'avocat, pas de documents, pas d'urgence judiciaire, juste une petite tasse de café à la main. « J'espère que je ne vous interromps pas, dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Pas du tout. Je voulais te remercier. Vraiment. » Elle marqua une pause, le regard adouci. « Je devrais te remercier. » Un demi-sourire éclaira son visage. « C'est marrant comme ça marche, non ?» Pendant un instant, le silence s'installa entre eux, un silence rempli non pas de tension mais de quelque chose de plus calme, de plus profond. Clarence lui jeta alors un regard en coin. « Tu ne t'en souviens probablement pas, commença-t-il, mais j'ai vu ton visage quand je me suis levé. »« Je m'en souviens, » répondit-elle sans hésitation. On aurait dit que quelqu'un d'autre se tenait à mes côtés. Son souffle s'arrêta. La gorge de la juge se serra, des souvenirs remontant d'un lieu enfoui depuis longtemps. « Mon frère » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Clarence hocha la tête. « Cuivré ? » ?»« Ouais. »« Je suis désolé, » dit-elle en expirant. « Moi aussi. » Il baissa les yeux une seconde, le poids d'un non-dit suspendu entre eux. Puis, dans un souffle léger, Clarence poursuivit. « Tu sais, je ne me suis jamais vraiment soucié de ce que les gens pensaient de moi. Avant, ça n'avait jamais compté. Mais hier, j'ai eu un coup de théâtre. » Elle pencha la tête, curieuse. « Que veux-tu dire ? » Certains moments, dit-il d'une voix ferme, nous dépassent. Nous ne pouvons pas choisir comment ils seront immortalisés, ni par qui. Mais quand ils surviennent, nous devons être présents, les accueillir du mieux que nous pouvons. Marberry hocha lentement la tête, la vérité de ses paroles s'imprégnant. Il se tourna légèrement, prêt à partir, mais s'arrêta. Ce qu'il dit ensuite la marquerait longtemps. Le couloir était silencieux, à l'exception du léger vrombissement des distributeurs automatiques et du bruit lointain des pas au-dessus. Clarence la regarda droit dans les yeux, la voix calme, presque respectueuse. « Tu sais, hier, quand tu m'as demandé de me lever, je ne me suis pas senti insulté. Je ne me suis pas senti humilié. » Il marqua une pause. « Je me suis senti vu. » Elle cligna des yeux. « Vu ?» Il hocha la tête. « La plupart des gens ne me regardent pas vraiment. Ils regardent au-delà de moi ou à travers moi. La chaise les rend nerveux. Le handicap les fait parler plus bas, comme si j'allais craquer s'ils ne faisaient pas attention. Mais quand tu m'as demandé de me lever même si tu ne le pensais pas pendant une seconde,
j'ai eu l'impression que quelqu'un attendait plus de moi. Comme si je n'étais pas invisible. Elle resta silencieuse. Non pas qu'elle ne veuille pas répondre, mais parce que les mots avaient atteint un endroit qu'elle ignorait. Je ne voulais pas. Commença-t-elle. Je sais, dit-il doucement, l'interrompant. Mais c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Pas à cause du terrain. À cause de moi. J'ai joué petit pendant trop longtemps. Hier m'a rappelé que j'étais toujours là. La juge croisa les bras, une douleur silencieuse lui envahissant la poitrine. Monsieur Dval, Clarence, vous m'avez rappelé quelque chose aussi. Derrière chaque dossier, il y a une personne. Et parfois, la loi rend cela difficile à voir. Je laisse faire. Clarence secoua la tête. Tu as réglé le problème. C'est ce qui compte. Encore une pause. Plus de titres. Plus de rôles. Juste deux personnes debout dans un couloir, respirant le même air. Il lui tendit la main, non par obligation, mais parce que cela lui semblait juste. Elle l'accepta sans hésitation, ferme et posée. J'espère que ce tribunal n'oubliera jamais ce qui s'est passé ici, a-t-elle déclaré. Clarence lui adressa un sourire en coin. On est deux. Alors qu'il se retournait et se dirigeait vers les ascenseurs, sa fille, Talia, en sortit, le téléphone bourdonnant de notifications. Papa, tu ne vas pas le croire. Quelqu'un a lancé une collecte de fonds pour les vétérans à mobilité réduite. Ton nom est partout. Ce dessin est devenu viral. Il haussa un sourcil. Tu es sérieux. Très sérieux. Un type a même dit que tu devrais te présenter aux élections. Clarence rit, pour de vrai cette fois le genre de rire qui fait disparaître des années des épaules d'un homme. Seigneur, aidez-nous tous si cela arrive un jour. Ensemble, ils s'aventurèrent dans un monde qui les avait soudainement remarqués. Mais Clarence ne ressentait aucune pression. Il se sentait léger, comme si quelque chose qui pesait sur lui avait enfin cédé, le laissant plus léger. De retour dans son cabinet, la juge Marbury retourna à son bureau. Le dossier était toujours là, nom, date, chef d'accusation. Mais quelque chose avait changé. Elle ne voyait plus seulement des dossiers. Elle voyait des histoires. Elle voyait des gens. Ce soir-là, Clarence était assis à la table de la cuisine de son cousin, un sandwich à la main, le journal étalé devant lui. À la une du journal local, on pouvait lire son portrait robot au tribunal, avec ce titre. Un pas à la fois, la position d'un vétéran fait bouger une salle d'audience. Il plia le papier et regarda Talia qui faisait défiler son téléphone. « Tu penses que ça va disparaître ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux. Finalement. On oublie vite. Bien, répondit-il. Alors peut-être que le prochain gars comme moi n'aura pas besoin d'un miracle pour avoir une chance équitable. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une demande d'interview d'un média national. Clarence comprit alors quelque chose. L'histoire l'avait déjà dépassée. Elle appartenait désormais à d'autres. À la fin de la semaine, Clarence Dval avait reçu 3 demandes de médias nationaux, un message personnel d'un sénateur américain et plus de mais qu'il ne pouvait en ouvrir. La maison de son cousin est devenue un lieu de rassemblement, journalistes, vétérans, militants locaux, et même des inconnus qui voulaient simplement lui serrer la main. Mais Clarence n'a jamais cherché à attirer l'attention. Dès le début, il a clairement exprimé sa position. « Je me suis levé parce que je le pouvais », a-t-il déclaré aux caméras. Pas pour la gloire. Pas pour faire la une des journaux. Ce moment n'avait pas pour but d'être vu. C'était pour me rappeler que j'étais toujours là. C'est tout. Et pourtant, quelque chose dans son humilité, sa lucidité, touchait les gens. Talia l'aida à créer un fonds pour les vétérans blessés, oubliés par la bureaucratie, mais qui continuaient à se battre. Les dons ont afflué plus vite que prévu. Ce qui avait commencé par un simple croquis judiciaire s'est transformé en 150 000 $ en moins d'un mois. La juge Marbury a envoyé une lettre. Sans sceau du tribunal, sans formalité, juste son écriture. Elle ne l'a pas remercié pour son comportement au tribunal. Elle l'a remercié pour quelque chose de plus profond. Je ne sais pas si j'ai jamais vraiment vu les gens qui se tenaient devant moi chaque jour, a-t-elle écrit. Mais maintenant, je le sais. Vous n'avez pas seulement changé votre phrase, Monsieur Dval. Vous m'avez changé. Clarence plia la lettre et la garda dans son portefeuille. Parfois, la nuit, quand le monde semblait trop calme,
il la ressortait et la relisait. Non par fierté, mais pour prouver que certains moments faire matière. Il a commencé à visiter des lycées, parlant aux élèves non seulement du service militaire, mais aussi de l'importance de se montrer présent, même quand ça fait mal, même quand on pense que personne ne regarde. Il concluait toujours ses interventions de la même manière. Je ne suis pas toujours à l'aise. Mais je reste debout quand ça compte. Et c'est ce dont les gens se souvenaient. Des mois plus tard, la juge Marbury se tenait derrière une tribune lors d'une conférence nationale sur la réforme des peines. Elle n'a mentionné le nom de Clarence qu'une seule fois. Car à ce moment-là, ce n'était pas l'histoire qu'elle voulait raconter. C'était la vérité qui se cachait derrière. Il n'y a pas de justice, dit-elle d'une voix inébranlable. Sans reconnaissance. Non pas des faits, mais des personnes. Clarence regardait le discours depuis le canapé, une couverture sur les genoux, une tasse de thé chaud à la main. Talia souriait depuis la porte de la cuisine. Elle parle de toi. Clarence regarda l'écran, puis se tourna vers elle. Non, dit-il presque pour lui-même. Elle parle de tous ceux qui ont été négligés, et qui ont continué. Dehors, le vent s'est levé. Les feuilles tourbillonnaient dans l'allée. Le monde, implacable et indifférent, continuait de tourner. Mais quelque part dans cette motion, Clarence Dval avait lui aussi proposé quelque chose. Il n'avait pas besoin qu'on retienne son nom. Il espérait simplement que les gens se souviendraient de ce qu'il représentait. Parce que parfois, un pas, un acte de dignité face au silence, suffit à nous rappeler à quoi ressemble vraiment l'humanité. Le système a souvent du mal à voir la personne dans sa globalité. Mais lorsque nous y parvenons ou lorsque nous choisissons de la voir, la justice peut devenir bien plus qu'une simple punition. Cela peut devenir une guérison. Si l'histoire de Clarence a touché un œil en vous, prenez un instant. Appelez un ancien combattant. Encouragez quelqu'un qui traverse le système. Faites un don à une cause qui lutte pour l'équité et la dignité. Une voix. Un pas. Un changement à la fois. C'est ainsi que nous créons un monde dans lequel il vaut la peine de vivre.